Bienvenue dans cette exploration de la figure vraiment complexe du roi Hassan II du Maroc. Oui, un personnage fascinant. On va se baser sur ses propres entretiens donnés entre 1980 et 93, mais aussi sur des témoignages plus controversés comme celui de Gérard Fauré et quelques points de repères biographiques. Tout à fait. L'idée, c'est de mieux saisir les différentes facettes, hein. Exactement. Le chef d'État, le commandeur des croyants, le diplomate, et puis l'homme derrière tout ça. Pendant un très long règne, quand même presque 40 ans, de 61 à 99, Une période avec la consolidation du pouvoir, les fameuses années de plomb, mais aussi une diplomatie très très active sur la scène internationale. oui, un règne plein de paradoxes. Prenez sa phrase célèbre. « Ce que Dieu m'a donné, Dieu seul peut me l'enlever. » Ah oui, celle-là. Comment il l'expliquait déjà? Il disait que ça concernait l'homme, le croyant, hein, pas le roi constitutionnel. Une distinction assez subtile finalement. Ça en dit long sur sa vision du pouvoir, ce mélange de légitimité divine et de cadre légal moderne. Exactement. Et ce cadre légal, la Constitution, il l'a beaucoup touché. Oui, plusieurs révisions. 72, 92, 96. On voit des changements, plus de pouvoir pour le Premier ministre, enfin sur le papier. Oui, sur le papier. Et puis des commissions d'enquête parlementaires. Comment il justifiait ça, ces évolutions V? Alors lui, il parlait d'efficacité, d'une constitution de manager adaptée aux besoins spécifiques du Maroc. Pas juste pour faire comme en Europe, disait-il. Une constitution de manager? Intéressant comme terme. Oui, c'est révélateur. Moderniser l'image peut-être, sans lâcher le contrôle essentiel du palais. C'était tout un équilibre. Et cet équilibre, on le retrouve aussi dans sa vision de la société, non? Je pense aux femmes, par exemple. Ah oui, alors avoir des femmes ministres, pour lui, c'était impensable. Il avait même cette phrase assez étonnante. Laquelle? Il disait n'avoir jamais vu de femme aux affaires de l'État corrompue par de l'argent. Bon. Ah oui, quand même. Un peu idéalisé, peut-être? Probablement. Il a fait bouger certaines choses pour le statut des femmes, c'est vrai. Mais toujours avec une limite très claire. Ce qui est dans le Coran est intouchable. Donc une modernisation, mais sous contrainte. C'est ça. La polygamie, par exemple, il l'a rendue plus difficile. Il disait que c'était suicidaire ou masochiste de d'y aller comme ça. Et la répudiation, elle devait être motivée avec l'épouse présente. D'accord. Et sur un autre sujet, l'immigration. Là, il montrait une certaine compréhension, disons, des craintes européennes face au chômage. Mais alors, l'intégration des Marocains en France. Il était contre. Totalement contre. Il disait « ils ne seront jamais intégrés. Ils deviendront de mauvais Français ». Sa solution, c'était plutôt le transfert de technologie, former les gens sur place. Une position qui colle bien avec sa politique étrangère très axée sur la souveraineté marocaine. Absolument. Et au cœur de ça, évidemment, le Sahara occidental. Le grand dossier de son règne, peut-être. Oui. Dès 1980, il disait « Cette guerre nous est imposée par nos voisins. L'objectif, c'est de la gagner. Point. Et pas question de négocier avec le Polisario. Non. » Il disait qu'il n'avait pas de forme juridique. Son message, c'était « Militairement, c'est nous qui contrôlons. C'est moi qui vous conduirai », disait-il. Il y a aussi cette histoire sur la marche verte, que l'idée viendrait des services français. Oui, certaines sources le suggèrent. Pour mobiliser autour du roi, consolider son pouvoir à un moment clé. C'est plausible. Et son rôle au Moyen-Orient, Israël-Palestine, c'était assez ambigu, non? Très ambigu. On parle d'une aide au Mossad avant la guerre de 67, mais en 73, il envoie des troupes contre Israël. Il envisageait une médiation, Rabin et Arafat à Rabat. Oui, il divisait, je l'exclus pas, mais que le moment n'était pas venu. Il craignait une réaction négative des deux côtés. Et sur Jérusalem, il était ferme. Les lieux saints musulmans doivent revenir aux musulmans, au minimum. Et avec l'Algérie... L'Algérie. Il parlait de scène de ménage. Il regrettait l'annulation de l'inauguration du gazoduc. Mais il leur souhaitait ordre, prospérité et stabilité. Sans intégrisme ni le fils, précisait-il. C'est qui nous amène à sa lutte contre l'intégrisme, justement. Comment il s'y prenait? Deux armes principales, selon lui. D'abord, son autorité religieuse de commandeur des croyants. Une légitimité spirituelle forte. Et la deuxième? Le développement économique. Pour lui, l'intégrisme venait d'une laïcité trop poussée, de l'oubli de l'islam ou du parti unique. Intéressant. Mais c'est là qu'on arrive au point le plus sombre, j'imagine, hein, les droits de l'homme. Oui, clairement. Les années de plomb.
Alors il reconnaissait quelques progrès formels, hein, l'inscription dans la Constitution, un conseil consultatif. Mais sa réaction face à Amnesty International était très dure. Virulente, oui. Vieille boîte, défraîchie, il les traitait de menteurs sur les disparus. Il mettait au défi de prouver. Et Tasma Mart. Et ce bagne terrible. Il a fini par reconnaître son existence, mais en minimisant. Devenu inutile, nous l'avons rasé. Il concédait des exactions passées, peut-être, mais pas autant qu'on le disait. Et il affirmait « Plus jamais ça pour mon pays. Plus jamais ça ». Mais ces années ont laissé des traces profondes. L'instance équité et réconciliation a été créée après sa mort pour ça. Exactement. Et puis il y a ces autres accusations, plus récentes, plus personnelles aussi. Celle de Gérard Fauré. Oui, là il faut être très clair. Ce sont des allégations d'une source bien précise. Mais elles sont explosives. Extrêmement grave, oui. Fauré parle d'une condamnation arbitraire le visant, il décrit des réseaux criminels liés à la drogue, à des abus sexuels impliquant, selon lui, le roi et son entourage, notamment à Marrakech. Il va même jusqu'à remettre en cause la filiation de Hassan II. Oui, il suggère qu'il serait le fils du Glaoui, pas de Mohamed V. Et il évoque des circonstances très troubles autour de la mort de Mohamed V, avec une implication présumée de Hassan II et de la France. Des accusations très lourdes, qui dessinent un portrait encore plus sombre si elles étaient avérées. En effet. Au final, on a vraiment un portrait très contrasté. Le modernisateur, le diplomate habile d'un côté, et de l'autre, l'autoritaire, l'homme au centre de controverses et d'accusations gravissimes. C'est ça, un personnage aux multiples visages. Absolument. Et ça pose la question de son héritage réel au fond. Qu'est-ce qui visait vraiment à moderniser le Maroc? Et qu'est-ce qui servait juste à préserver son pouvoir à tout prix? Une question qui reste ouverte et qui mérite réflexion.